quand j'y pense, c'est un sport de haut niveau, le porte-à-porte. Il faut quand même être armé de courage, de sympathie. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into the Minds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Dezombre, la cofondatrice de Cocomiette. Bonjour Charlotte. Bonjour Pierre-Nicolas. Merci de prendre le temps de réaliser ce podcast avec nous. Comme vous le savez, le podcast depuis 2020 est structuré en chapitres et donc le premier chapitre est consacré à votre expérience entrepreneuriale. J'aimerais qu'on commence tout d'abord par la résumer et peut-être tout d'abord résumer les 3 chiffres clés de votre entreprise. Oui, tout à fait. Alors, nous avons créé donc les bières Cocomiette en août 2018. C'est la date de création de la société. Nos 3 chiffres clés aujourd'hui se résument en 2,5 tonnes de pain recyclé, 100 000 bouteilles de bière brassées, c'est à peu près l'équivalent. Nous avons 4 recettes de bière qui sont artisanales, de qualité et surtout engagées. Vous l'avez dit, vous avez démarré Cocomiette en août 2018. Vous avez donc un petit peu de recul pour prodiguer 3 conseils à ceux qui nous écoutent pour bien démarrer leur start-up. Mes 3 conseils, et qui n'engagent véritablement que moi, c'est des conseils après effectivement presque 2 ans d'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer, c'est-à-dire d'avoir un environnement par un conseil, un comité de pilotage ou un conseil d'administration ou des coachs qui peuvent venir aider l'entrepreneur à réaliser ses objectifs. C'est tester son idée, évidemment, parce que déjà, il faut avoir une idée qui puisse voir le jour et surtout qui puisse aussi devenir rentable dans le temps. Et le 3e conseil, c'est plus un conseil personnel, c'est de pratiquer le sport, faire du sport, parce que c'est vrai qu'entreprendre, c'est comme une épreuve sportive et pour pouvoir tenir la distance, c'est important de pouvoir avoir une pratique sportive. Enfin, en tout cas pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, personnellement, je roule. Donc je monte sur mon vélo et je parcours des kilomètres et des kilomètres. Ça me permet de libérer mon esprit, de remettre à plat un peu tous mes objectifs et surtout de penser à rien pendant au moins 2 heures de vélo. Ça, c'est un super conseil. Et donc, vous l'avez dit, presque 2 ans d'entrepreneuriat derrière vous. Donc, à part la pratique du vélo, qui est une vraie compétence, mais quelles sont les autres 3 compétences que vous jugez indispensables pour bien réussir sa start-up ? Alors, les 3 compétences, pour moi, ce serait l'autonomie. Parce que c'est vrai que quand on entreprend, on est souvent seul. Alors moi, j'ai l'immense chance d'avoir cofondé la société avec Amandine Delafont. Donc c'est vrai que on est nettement moins seul, mais on a toutes les deux une très forte autonomie dans chacune des missions que nous avons mis en place toutes les deux. Une très forte capacité d'adaptation. Et c'est vrai qu'on le voit encore plus aujourd'hui en pleine crise Covid-19 et crise économique. C'est très très important de réussir à garder la tête froide, remettre à plat ses objectifs et puis de s'adapter à l'environnement qui peut changer du jour au lendemain. Et la 3e compétence, c'est le sens des responsabilités. C'est vrai que entreprendre, eh bien, vous engagez déjà, vous vous engagez vous-même, votre associé si vous en avez, et puis toute votre famille, parce que l'entrepreneuriat, c'est un risque à prendre pour pouvoir mener à bien une société, la rentabiliser et surtout vous permettre de gagner de l'argent derrière. Alors reconstruisons ensemble, si vous le voulez bien, l'historique de Cocomiette. Passons maintenant au chapitre 2, qui est la genèse de l'idée derrière Cocomiette. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous rappeler un petit peu les activités de la société pour ensuite nous parler de la genèse de l'idée ? Le véritable nom de la société, la structure juridique, c'est Green Family, qui est une société qui produit et commercialise donc des bières de grande qualité artisanales, locales et qui sont engagées. Les bières Cocomiette sont élaborées en intégrant une part de chapelure de pain invendue dans les recettes. En effet, le pain sauvé du gaspillage remplace entre 30 et 35% des céréales maltées selon les recettes. Ces bières, on les brasse dans 2 régions, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. L'idée étant de revaloriser du pain que l'on récupère localement dans ces 2 régions également. C'est très important pour nous de brasser localement et de vendre localement pour limiter l'impact carbone lié au transport et aussi pour participer au développement économique d'une région. Et enfin, nous privilégions les fournisseurs ou prestataires locaux ou français
dès que nous pouvons, dès que c'est possible. Comment est-ce que vous avez eu justement l'idée de lancer Cocomiette? Donc j'entends qu'il y a un ancrage local, il y a presque une revendication locale, économique qui est derrière. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer là-dedans et de récupérer du pain, des invendus de pain pour faire de la bière? Quand on a décidé d'entreprendre avec, mon associée Amandine, on a cherché dans quel domaine on voulait agir, mais ce qui est sûr, c'est que dès le départ, on voulait trouver une idée, un sujet lié à l'environnement et on s'est vite concentré sur le gaspillage alimentaire qui était, une révolte pour nous et le pain étant un des aliments les plus gaspillés aujourd'hui en France par, sa nature, son prix et son importance dans l'alimentation française. On a le chiffre, du gaspillage, mais chez le particulier, le pain représenterait 15 du gâchis. Ce qui est intéressant aussi avec le pain, c'est que c'est un aliment qui se conserve une fois qu'il est sec et donc notre première étape, ça a été de sortir du cadre en imaginant des solutions de revalorisation avec ce pain et c'est en tombant sur une bière belge, la Babylone, qui est brassée par, Bruxelles Beer Project, que l'idée nous est née. En fait, on trouvait ça, génial de pouvoir brasser des bières avec du pain. À l'origine, on est toutes les 2 des grandes amatrices de bière et si on arrivait à faire une bière de qualité, on pouvait rapidement imaginer un impact sur, la quantité de pain revalorisé. C'est un projet étranger qui vous a donné l'idée. Et donc, comme le Brussels Beer Project, ce sont des gens qu'on connaît, on en profite pour saluer Olivier de Brouwer et Sébastien Morvan. On en arrive maintenant au chapitre 3 de notre podcast, la validation de l'idée entrepreneuriale. Donc forcément, c'est très très bien d'avoir cette idée, mais comment est-ce que, avant de se lancer, on s'assure que le marché en veut bien? Est-ce que vous avez fait par exemple une étude de marché ou est-ce que vous avez utilisé des techniques pour vous rassurer? Oui, on a, évidemment creusé le sujet du marché de la bière artisanale, qui est un marché qui explose, hein. L'année dernière, il a cru de plus 12 et c'est vraiment, aujourd'hui les bières artisanales qui boostent le marché de la bière aujourd'hui. On a également fait une étude sur le gaspillage du pain auprès de boulangeries de Fournil. Alors ça, c'était plus des études locales qu'on a pu faire chacune d'entre nous, dans nos villes. Il est important aussi de noter qu'Amandine, en fait, vit, elle, en Isère, donc entre Grenoble et Lyon, et moi, je vis à Paris. Donc, on a pu, dès le départ, faire une analyse sur le gaspillage dans 2 régions différentes. Ensuite, nous avons fait une étude, ça, c'était plus une étude du marketing mixte. Une fois qu'on a élaboré le nom de la marque, le concept, le prix et à l'époque, je pense aussi qu'on devait avoir un premier slogan. On a lancé une étude quantitative auprès d'un échantillon de 125 personnes, mais qui était constituée principalement de nos réseaux, sur ce concept de bière au pain. On avait quand même une inquiétude à lever, c'était qu'est-ce que les consommateurs allaient dire d'une bière au pain recyclée? Est-ce que ça pouvait les intéresser? Est-ce que ça pouvait les rebuter? On avait vraiment besoin de lever ce point-là avant de se lancer. Et ensuite, une fois que nous avons eu notre première recette, donc qui est la rousse au pain, nous l'avons également testée auprès de différentes typologies de personnes, des amis, des clients potentiels, donc des épiceries, des fromageries et également des confrères brasseurs. Toute une série de techniques différentes. Donc, pour résumer, vous vous êtes d'abord assuré que la matière première était disponible pour réaliser le projet. Donc, ça, c'est vraiment important parce que sinon, on passe pas aux étapes suivantes. Ensuite, vous avez testé certains aspects de base de l'entreprise auprès d'un réseau proche. Et puis, ensuite, une fois que l'idée était un petit peu plus solide, vous vous êtes adressé à des prospects, à des clients potentiels. Tout à fait. Et donc, on en arrive au chapitre 4, qui est vraiment le démarrage, puisqu'à partir du moment où tous les signaux sont au vert, et où votre engouement et votre énergie au maximum, comment est-ce que vous avez fait pour trouver vos premiers clients? Nous avons trouvé nos premiers clients à l'aide d'abord de nos réseaux. On avait quelques amis restaurateurs, des épiceries également, donc sur Grenoble et aussi également sur Paris. En fait, on a créé pour juste faire un éclairage sur notre modèle de production. On travaille aujourd'hui à Grenoble avec un Fournil qui nous donne et transforme ces invendus de pain en fine chapelure. Et ce pain nous permet de brasser nos bières dans une brasserie artisanale qui nous ouvre ses portes. Aujourd'hui, on n'a pas notre propre outil de production. En Isère également, à 40 km de Grenoble, et qui est la brasserie du Val-d'Hénan, et chez qui on brasse l'intégralité de nos bières Cocomiette. Dans un deuxième temps, on a dupliqué cette boucle
en Île-de-France, c'est-à-dire que depuis l'été dernier, on travaille avec des fournils parisiens, une brasserie qui est située dans le 77, la brasserie Rabourdin, à Courpalais, et une deuxième brasserie, la brasserie Espebay, qui est à Groslet, et chez qui on continue de brasser nos bières. Et donc, les premiers clients, ça a été, comme je le disais, dans un premier temps, des restaurateurs et des épiceries du réseau. Et puis très vite, c'est plus particulièrement moi d'ailleurs qui ai la casquette commerciale dans notre duo avec Amandine, eh bien c'est du porte-à-porte. Donc j'ai commencé par sonner à toutes les portes de restaurants, d'épiceries, fromageries, cavistes pour pouvoir tester le produit, tester le concept et aboutir sur des véritables clients. Et maintenant, de plus en plus, c'est vrai que ça fait quand même maintenant quelques mois, on a une cible beaucoup plus précise sur nos clients potentiels. Donc, on s'organise suivant une stratégie commerciale que je viens d'écrire d'ailleurs. On vous entend sourire lorsque vous évoquez cette phase de prospection auprès des cavistes, des fromagers. Pourquoi est-ce que vous souriez? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? Une course de fond, en fait, quand j'y pense. C'est un sport de haut niveau, le porte-à-porte. Il faut quand même être armé de courage, de sympathie, parce que vous pouvez très bien tomber sur des gens qui sont très sensibles par rapport à nos valeurs et à notre produit, qui est véritablement un coproduit, c'est-à-dire qu'on fait de la bière avec un déchet, faut bien le dire. Donc là, c'est vraiment, c'est chouette parce que c'est des belles rencontres et généralement, ça fonctionne bien. Mais on peut aussi tomber sur des personnes qui sont pas du tout intéressés et donc là c'est le refus. Et quand vous avez passé une journée à faire du porte-à-porte et que vous avez pas signé un seul client, il faut savoir rebondir le lendemain, reprendre son sac à dos avec des bières à l'intérieur et puis repartir de plus belle. C'est vraiment plus ça, c'est une course avec des joies, des peines, mais au final on s'est rendu compte quand même qu'on avait un produit qui plaisait énormément, un produit de qualité, et c'est pourquoi ça nous donne envie de se développer au plus vite et de continuer à trouver des nouveaux clients. Est-ce qu'il y a des signaux particuliers que vous avez remarqués sur le marché qui vous montraient que les consommateurs appréciaient votre produit? On a eu des clients qui sont devenus fidèles assez rapidement. Et ça nous a vraiment confortés, dans le sens où ces clients, bon, qui sont encore majoritairement B2B, donc des détaillants ou la CHR, nous ont vite dit oui, on a nous des clients qui sont revenus après avoir goûté la cocomiette, qui sont revenus pour en racheter. Donc ça, c'est sûr qu'en termes de signal, c'est très fort. On a également eu une médaille d'argent au concours national de bière pour notre rousse-au-pain. Et ça, on le doit vraiment entièrement à notre maître brasseur Nathalie Munch, qu'on a rencontré assez rapidement, qui a élaboré toutes les recettes de notre gamme et qui a un talent particulier pour mettre au point des recettes de qualité, originales, mais tout en restant accessibles pour la bière artisanale. Et c'est elle aussi qui nous a aidé à mettre au point le processus du brassage. Parce que brasser du pain, c'est très complexe, c'est un challenge, et elle a été là pour nous aider à élaborer les process en lien avec les différentes brasseries partenaires avec qui nous travaillons. Le troisième signal positif aussi, c'est qu'on a vu arriver d'autres bières au pain en France qui nous ont aussi confirmé l'existence d'un marché. Effectivement, c'est souvent un bon signe. Donc avec autant de signes convergents, un bon alignement des planètes, je pense que c'est une excellente transition pour passer au chapitre 5, le décollage de l'entreprise. Alors comment est-ce que vous envisagez justement de faire passer Cocomiette à la vitesse supérieure, et le corollaire à tout ça, c'est comment est-ce que vous allez gérer les aspects financiers et humains dans une phase d'expansion? C'est vrai que 2020 pour nous, c'était la vitesse supérieure, c'était notre x3 tel qu'on l'avait écrit dans nos business plans précédents. La crise actuelle nous refait voir tous nos différents scénarios, mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue stratégique, il faut absolument qu'on renforce notre présence dans les villes dans lesquelles nous sommes déjà présents, c'est-à-dire Paris, Grenoble, Lyon. On a aujourd'hui une centaine de clients, mais on a un potentiel encore énorme sur ces 3 villes. On va également aller sur d'autres départements. Donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, démarcher les clients en Savoie, Haute-Savoie, et puis en Île-de-France aussi également. Donc pas que Paris intramuros, mais aussi la Petite Couronne.
On a trouvé on avait pour objectif de faire une petite levée de fonds pour nous aider dans cette phase de développement. Alors ce projet-là est un petit peu décalé dans le temps. On a également entamé une procédure de labellisation produits biologiques. L'idée, c'est que toutes nos bières soient labellisées bio, ce qui nous ouvrira les portes des enseignes bio et qui pour nous permettra vraiment d'augmenter nos volumes. Et ce sera une bonne idée aussi pour l'après-Covid, puisque ce qu'on observe déjà aujourd'hui, c'est que la vente de produits biologiques est de 20 à 30 points supérieure à celle de produits conventionnels. Et donc, on va parler maintenant du futur, même si c'est un futur qui est un petit peu brouillé, dont la vision est brouillée en tout cas par la crise sanitaire et la crise économique qui se profile. C'est donc le chapitre 6. Si on se projette en 2021 ou même un petit peu plus loin en 2022, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre du côté de Comet? Quelle est la vision? Le premier objectif, comme je le disais, c'était d'avoir une gamme de bières labellisées produits biologiques, une gamme de bières au pain. On aimerait aussi pouvoir recruter un commercial et puis un lieu. On aimerait aussi avoir un lieu. Alors aujourd'hui, on a véritablement besoin d'avoir un lieu pour pouvoir transformer nous-mêmes le pain. On a de plus en plus de sollicitations. En plus des fournis avec qui on travaille, on a des sollicitations de boulangeries et aussi de surfaces de vente pour pouvoir collecter leur pain, mais sans transformation. Donc on a besoin d'avoir un lieu pour pouvoir transformer nous le pain. Et puis pourquoi pas aussi un petit outil de production qui nous permettrait de pouvoir tester des nouvelles recettes et faire un petit peu de production aussi complètement internalisée. Voilà, et comme je le disais, développer des nouvelles zones géographiques, donc augmenter notre présence sur les 2 régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, et des nouveaux segments comme la GMS bio. Et puis l'objectif d'ici quelques années, c'est d'avoir une équipe de 10 personnes, et si possible, dans ces 10 personnes, pouvoir recruter 1 à 2 personnes qui sont éloignées de l'emploi, parce que pour nous, avec Amandine, c'est très important, d'abord d'arriver à créer et rentabiliser une véritable société, mais aussi de pouvoir recruter et de participer à l'insertion de personnes qui sont éloignées de l'emploi. En tout cas, c'est un beau projet. Ce sont des belles perspectives qui, j'en suis sûr, ne vont pas être contrariées par la crise économique. Les clients ont besoin d'être rassurés, ont besoin de produits comme les vôtres. Et donc, je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci Charlotte Dezombre, la cofondatrice de Cocomiette, de nous avoir accordé ce temps pour ce podcast. Merci beaucoup Pierre-Nicolas, à bientôt. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.